Le colonel Assimi Goïta participera demain à la première session du Collège des chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel à Niamey au Niger. Il sera question de l'opérationnalisation des organes de l'AES et sa confédération. Le salon de l'ingénierie, de la transformation et de l'apprentissage s'est ouvert hier à Bamako. Le CITA se veut une vitrine pour la formation professionnelle. Et comme chaque vendredi, on terminera avec la chronique sport de Mohamed Kenoufi. Nous sommes vendredi 5 juillet 2024. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue aux informations. Les chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel tiendront demain samedi le premier sommet de l'AES depuis sa création le 16 septembre 2023 et le président de la transition, colonel Assimi Goïta, y prendra part. Aminata Keïta. C'est par voie de communiqué que les autorités nigériennes ont annoncé accueillir demain samedi 6 juillet le premier sommet des chefs d'État de l'AES. Pour la première fois depuis leur arrivée au pouvoir, le colonel Assimi Goïta, le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina et le général Abdourahmane Tchani du Niger se réunissent pour discuter de l'alliance créée le 16 septembre 2023. Début mars, les trois pays avaient déjà annoncé la création d'une force conjointe antiterroriste. D'ailleurs, les ministres des Affaires étrangères burkinabés, maliens et nigériens avaient finalisé à Niamey un projet de texte créant une confédération que les chefs d'État devraient adopter lors du sommet demain, selon l'AFP. Les échanges de l'AES devraient également porter sur le renforcement de la coopération économique et de défense entre les trois États sahéliens, tous confrontés au terrorisme depuis plusieurs années. Ce sommet des chefs d'État de l'AES se tient à la veille d'un sommet spécial des présidents de la CEDEAO à Abuja. En effet, à la sortie de la 92e session du Conseil des ministres de la CEDEAO ce jeudi 4 juillet, le président en exercice de l'organisation ouest-africaine, le Nigérian Bola Ahmed Tinubu, a appelé à un sommet spécial pour discuter de l'avenir de l'organisation. Le Mali, le Niger et le Burkina ont claqué la porte de la CEDEAO le dimanche 28 janvier, accusant l'organisation d'être sous l'influence de puissances étrangères et d'être devenue une menace pour les trois États et leur population. Plusieurs chefs d'État ouest-africains ont appelé ces derniers mois et semaines à trouver une solution pour renouer le dialogue entre les deux blocs. Fin mai, le nouveau président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, avait jugé possible une réconciliation entre la CEDEAO et les trois pays du Sahel. Il a d'ailleurs effectué une visite au Mali et au Burkina le 30 mai. En juin également, le président mauritanien Mohamed Ould El Ghazouani a appelé les pays d'Afrique de l'Ouest à s'allier à nouveau face à l'expansion du djihadisme. Ouverte le 8 avril dernier, la session ordinaire d'avril 2024 du Conseil national de transition s'est officiellement clôturée le jeudi 4 juillet. Le président du CNT, Malik Diao, a prononcé un discours récapitulatif soulignant les principales réalisations de cette session et fixant les priorités pour la prochaine. Au cours de cette session, le CNT a examiné 19 projets de loi. Le code pénal et le code de procédure pénale est enfin l'objet de renvoi sur demande du gouvernement et 9 propositions de loi ont été aussi renvoyées à la prochaine session pour complément d'information. Dans le cadre du programme de gouvernance locale redevable, 3 meilleures communes ont été primées lors de la deuxième édition du concours de transparence entre les communes des régions de Mopti, Badiangara et de Douanza. Le gouverneur de la région de Mopti a remis les prix ce jeudi 4 juillet à Mopti. Paul Yapinguessan. Le programme de gouvernance locale redevable PGLR est un projet financé par l'ambassade des Pays-Bas pour promouvoir la bonne gouvernance et la transparence des communes dans les régions de Mopti, Badiangara et de Douanza. En organisant ce concours de transparence, le PGLR a pour objectif de stimuler une saine compétition entre les communes pour améliorer la gestion et la réduction de comptes envers les citoyens. Le gouverneur de la région de Mopti a souligné l'importance de la transparence et de la redevabilité dans la gouvernance locale. La commune rurale de Fémaillé, cercle de Djéné, a remporté le premier prix d'une valeur de 17 250 111 francs CFA grâce à ses efforts en matière de transparence financière et de participation citoyenne dans la prise de décision. La commune rurale de Derari, du cercle également de Djéné, s'ajuste le deuxième prix d'un montant de 10 350 067 francs CFA en raison de sa bonne gestion des ressources de la commune. Quant à la commune rurale de Borko, du cercle de Banyangara, elle a obtenu le troisième d'un montant de 6 900 044 francs CFA pour ses efforts en matière de lutte contre la corruption. Cette deuxième édition du concours de transparence entre les communes des régions de Mopti, Bandiagara et de Douanza
a démontré l'engagement des communes à améliorer leur gouvernance et à répondre aux besoins de leurs citoyens. Ce programme continuera à accompagner les communes dans leur processus de redevabilité et de transparence pour garantir une gestion efficace et transparente de leurs ressources. Retour à Bamako, où le salon de l'ingénierie, de la transformation et de l'apprentissage s'est ouvert ce jeudi. Le CITA est à sa 3e édition. Assetoumani Koulibaly pour les détails. Le CITA est organisé par le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle pour renforcer la dynamique de promotion de la formation professionnelle. L'événement professionnel, institutionnalisé par les autorités en 2014, a été organisé pour la première fois en 2009 et la 2e édition s'est tenue en 2010. 14 ans après, le salon est de retour et accueille 5 pays invités, dont le Maroc, pays d'honneur, ainsi que les quelques 3000 participants qui excellent dans plusieurs domaines. Avec comme thème cette année le rôle de la formation au métier dans les politiques de développement économique, gage de stabilisation sociale et sécuritaire, le salon veut donner une nouvelle impulsion à la création d'emplois et au développement de la formation professionnelle. Cet objectif du développement de nos pays s'avère être un vecteur incontournable en raison des possibilités qu'offre une politique de développement du capital humain pour réduire la pauvreté, les inégalités sociales, promouvoir l'investissement et une croissance économique inclusive. Ce sont ces hommes et ces femmes qui travaillent sur le terrain, qui font les plombiers, qui font les instruments, qui nettoient les toilettes quand ça se gâte, qui les robinets. Un pays ne peut pas aller sans ça. Tous les États qui se développent, quand vous regardez, ceux qui veulent réellement un décollage économique, ils investissent dans la formation professionnelle. Le CITA se veut également un tremplin pour les établissements et les centres de formation technique et professionnelle dans le but de parvenir à une stabilisation sociale. Pour améliorer l'image de la formation professionnelle et attirer beaucoup plus de jeunes, le ministère en charge de la formation professionnelle a organisé ce salon de l'ingénierie, de la transformation et de l'apprentissage en fixant comme objectif de contribuer à la promotion de la formation technique et professionnelle et de l'apprentissage des métiers, organiser des cadres d'échange sur les grands sujets de préoccupation des acteurs de la formation professionnelle, promouvoir les métiers à travers l'organisation d'un espace découverte des métiers, organiser des concours entre les apprenants des différents dispositifs de formation, d'apprentissage. Ils sont plusieurs à prendre part à ces quelques jours du salon. Des profils divers qui espèrent profiter au maximum des avantages de l'événement. Donc on est là aujourd'hui pour que notre institut qui est l'ISA, l'Institut des sciences appliquées, soit très connu en fait sur le plan national et international, que les gens puissent comprendre en fait ce que nous proposons comme formation et aussi en fait ce que nos étudiants sont capables de faire comme réalisation. Nous sommes là pour les jeunes avec notre innovation qui est la NeoCart Visa, accompagnée d'une application qui s'appelle EMPI pour faciliter les demandeurs d'emploi, accéder à des offres d'emploi et tout ceci. Donc nous espérons franchement faire du chiffre en vendant des cartes pour que le maximum de jeunes puissent accéder à des cartes Visa, accéder à des opportunités sur le marché et surtout accroître cette culture du finance que nous voulons franchement éduquer la majeure partie des populations sous-bancarisées à avoir une culture financière franchement stable. Au Mali, l'emploi des jeunes est un véritable défi. Selon le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, chaque année, 180 000 jeunes arrivent sur le marché du travail sans qualification professionnelle. Un obstacle supplémentaire à l'accès à l'emploi pour ces jeunes. Le mardi 2 juillet, le Malien Moussa Sako a été expulsé de Paris vers Bamako. Résident en France depuis ses 3 ans, il a habité à Montreuil toute sa vie, où il a sa famille, ses 2 enfants, mais aussi son engagement au sein de l'association Hangar. Face à cette situation, l'association malienne des expulsés a initié une conférence de presse aujourd'hui à son siège, durant laquelle Moussa Sako s'est exprimé sur le contour de son expulsion. Djanaba Samaki. Moussa Sako est un jeune Malien qui vivait à Montreuil en France depuis une vingtaine d'années. Selon ses explications, il est arrivé en France à l'âge de 3 à 4 ans et c'est sa grand-mère qui a eu l'autorité parentale délivrée par le tribunal administratif de Bougouni. Jusqu'à aujourd'hui, affirme-t-il, il a toujours été en situation irrégulière jusqu'à l'adoption d'une nouvelle loi en France en janvier 2024. Il faut savoir que moi,
j'étais en train de faire mes démarches afin d'être régularisé. Il y a une première OQTF qui a été prononcée en mon nom, que mon avocat, Maître Galmo, a pu faire sauter, dans le sens où j'ai eu une APS. Une APS, c'est une autorisation provisoire de séjour qui devait m'être délivrée afin que je puisse continuer mes démarches, afin que je puisse me réinsérer dans la société, qui n'a jamais été respectée par la préfecture. Une décision qui a été délivrée par le tribunal administratif de Paris, jusqu'à ce que, aujourd'hui, la préfecture a attendu 1 an avant de pouvoir faire recours. Il faut savoir que le temps de recours pour la préfecture, c'est 1 an. Pendant ces 1 an-là, j'ai fait toutes les démarches nécessaires. Selon Moussa Sako, ces 2 derniers mois n'ont pas été faciles pour lui car il a été amené dans un centre de détention. Au quotidien, à vivre les persécutions et ainsi de suite. Il y a un premier vol qui a été programmé pour moi il y a quelques jours de ça, avant mon arrivée ici, que toutes les personnes du monde entier qui étaient dans cet avion, je les remercie du fond du cœur. Grâce à eux, j'ai pu être débarqué 5 jours après. Ensuite, on m'a remis de force dans un avion, on m'a attaché pour me renvoyer de force dans le pays où je viens, donc le Mali. Au jour d'aujourd'hui, moi, cette situation, je ne comprends pas. Les persécutions que j'ai pu subir, que ce soit physiquement, que ce soit psychologiquement, je ne comprends pas. Aujourd'hui, il faut que tout ça s'arrête, que ça n'arrive plus jamais à qui que ce soit. Selon la presse française, Moussa Sako avait déjà reçu une obligation de quitter le territoire français en 2022, mais le tribunal administratif avait ordonné qu'une autorisation provisoire de séjour lui soit délivrée, mais la préfecture ne s'est jamais exécutée. Lorsqu'il est arrêté par la police en mai 2024, lors de l'évacuation du lieu associatif, les hangars à Montreuil, une nouvelle obligation de quitter la France est prononcée. Il devait à l'origine quitter le territoire le 28 juin dernier. Seulement, des passagers avaient refusé de s'asseoir dans l'avion en soutien au jeune homme, empêchant une expulsion. Mais la deuxième tentative conduira Moussa Sako à Bamako, où dès son arrivée, il a été pris en charge par l'association malienne des expulsés. Alors, ce qu'on compte faire pour Moussa, c'est de venir en aide dans le cadre d'urgence, essayer de faire un suivi psychologique parce que l'expulsion est très choquant. Il ne sait pas comment maîtriser aujourd'hui le mésaventure qu'il a connu. Alors, il n'a pas assez de personnes ici au Mali. Il est allé à bas âge, depuis 3 ans, 4 ans, il est parti en France. Donc, les conditions de retour très difficiles. Alors, donc, l'AME, aujourd'hui, on est en train de voir dans toutes les mille manières pour comment on peut venir en aide, assistance sociale, assistance humanitaire, juridique, pour qu'il puisse être un acteur de son propre développement. Selon l'association malienne des expulsés, l'avocat de Moussa est en train de tout faire au niveau de la préfecture de Paris à Montreuil afin qu'il puisse rentrer dans son droit et rendre son retour plus facile en France où vit sa femme et ses 2 enfants. En bref, Israël a envoyé aujourd'hui son chef des services extérieurs, David Barnea, comme émissaire au Qatar pour relancer de nouvelles discussions sur un cessez-le-feu dans la bande de Gaza où les bombardements et les combats se poursuivent dans le nord et le sud. L'envoi de l'émissaire israélien intervient après l'annonce par le Hamas de nouvelles idées pour mettre fin à la guerre dans le territoire palestinien déclenché le 7 octobre. David Barnea doit y rencontrer le Premier ministre du Qatar. Malgré tout, le Premier ministre israélien a affirmé qu'il ne mettra fin à la guerre seulement si tous ses objectifs sont atteints, à savoir la destruction du Hamas et la libération de tous les otages. Pendant ce temps, le Hezbollah libanais, allié du Hamas, a tiré plus de 200 roquettes et drones explosifs sur le nord d'Israël et le plateau syrien du Golan occupé en riposte à l'élimination par Israël d'un de ses commandants dans le sud du Liban.
Place donc à notre chronique sport avec Mohamed Kenouvi. Bienvenue Mohamed. Merci beaucoup Maritou. Cap donc sur la 3e journée du Caridas championnat national féminin de 1. Oui, après les 2 premières journées où les 4 équipes en lice se sont neutralisées, la 3e journée de ce Caridas qui consacrera l'équipe championne du Mali pour le compte de la saison 2023-2024 est prévue demain samedi 6 juillet. L'USFAS sera opposé à l'AS Mandé sur le terrain de l'AS Real de Bamako, tandis que les Amazones de la commune 5 vont en découdre avec l'AS Police du côté du terrain de l'USFAS. Le coup d'envoi des 2 rencontres est prévu à 16h GMT. Préparatif des JO Paris 2024 et un nouveau duel amical entre les Aigles U23 et U20. Les 2 sélections nationales U23 et U20 vont se mesurer à nouveau demain samedi dans un match amical au centre pour sportifs d'élite Ousmane Traoré de Kabbalah, où les protégés du coach Aliou Badra Diallo Di Conti sont regroupés depuis une dizaine de jours pour la première phase de leur préparation pour les JO Paris 2024. Lors d'une première rencontre disputée mardi dernier, les Aigles U23 se sont imposés en fin de match 2-0 devant leur cadet des U20. À noter que pour la deuxième phase de préparation, les Aigles U23 s'envoleront pour la France le 10 juillet prochain où ils disputeront 3 matchs amicaux. D'abord le 12 juillet contre le Stade Lavallois, puis le 17 juillet contre le Stade Malherbe de Caen et enfin le 19 juillet face au FC Bobigny. Direction le Cameroun où Samuel Eto'o a été sanctionné par la CAF. Oui, la Confédération africaine de football a rendu public hier jeudi sa décision concernant le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, à la suite des enquêtes disciplinaires ouvertes à son encontre en août dernier. Le jury disciplinaire a estimé que Samuel Eto'o a gravement violé les principes d'éthique, d'intégrité et d'esprit sportif prévu à l'article 2, alinéa 3 des statuts de la CAF en signant un contrat d'ambassadeur de marque avec la société de paris sportif OneXBet en échange d'une rémunération et l'a par conséquent condamné à une amende d'un montant de $200,000. En revanche, dans l'autre volet de l'affaire où Samuel Eto'o était également accusé d'avoir manipulé des matchs de football favorisant l'accession du club de Victoria United en première division camerounaise, la commission disciplinaire de l'instance a conclu, je cite, qu'en l'état, il n'y avait pas suffisamment de preuves pour déclarer M. Samuel Eto'o fils et M. Valentin Nkwen coupables de manipulation de match. Fin de citation. Dans un communiqué de presse publié ce vendredi, les avocats de Samuel Eto'o ont annoncé l'intention du président de la FECAFOOT de faire appel de la décision d'amende devant le jury d'appel de la CAF. On termine donc avec l'Euro 2024, le dernier carré connu ce week-end. Oui, on connaît la toute première équipe déjà qualifiée pour ce dernier carré et il s'agit de l'Espagne qui est venue à bout de l'Allemagne ce vendredi 2-1 après prolongation. Pour connaître son adversaire, l'Espagne devra attendre l'issue du deuxième quart de finale de ce jour qui se dispute en ce moment même entre la France et le Portugal. Pour la suite des quarts de finale demain samedi à 16h, l'Angleterre qui s'est qualifiée dans les derniers instants face à la Slovaquie en huitième de finale sera face à la Suisse, tombeur du champion en titre, l'Italie. Et à 19h, les Pays-Bas, facile vainqueur de la Roumanie au tour précédent, affrontent la Turquie qui, de son côté, avait écarté l'Autriche en huitième de finale. Merci beaucoup, Mohamed Kenouvi. Merci à vous. On se dit à vendredi prochain. Inch'Allah, merci. Point final à ce 19h45. Merci à vous de l'avoir suivi. Bon week-end à toutes et à tous.